Aujourd'hui, nous avons Marion Dragé. Bon, normalement, c'est une dame qu'on ne présente plus, donc je ne vais pas la présenter. Elle va se présenter. Mais je vais juste commencer comme ça en lisant la page 277 du tome 1. La définition du malade, en fait, le terme être malade, en fait, ça commence comme ça. En effet, être malade, c'est finalement changer de l'intérieur de soi, impliquant une nécessité de se découvrir différent. Cette situation qui peut aller jusqu'à ressentir une forme de trahison de son propre corps rappelle que le patient n'est pas la maladie, mais il cohabite avec elle. Le patient est donc un hybride. Dès lors qu'il se sent sain, dès lors qu'il se sent mi-sain, mi-malade, son moral et ses valeurs en seront influencées. Quand j'ai lu ce paragraphe, j'ai dit, je revois mon cours d'anthropologie de la santé lorsqu'on nous parlait du corps, nous parlait de comment est-ce qu'on entretient le corps du malade, ses ongles, ses cheveux et tout ça là. Je me revoyais, il y a de cela quoi, presque plus de 10 ans là, à regarder, en revisitant mon cours d'anthropologie de la santé. Bon, bref, de la santé, de la maladie ou du corps. Donc aujourd'hui, nous allons parler de design patient, l'expérience patient. Comment est-ce qu'on fait une solution et pour tenir en compte le soin. De toutes les façons, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous des malades. Comme quelqu'un le dit, on est des malades on est des malades qui s'ignorent. Nous nous ignorons d'être malades. Est-ce qu'il suffit qu'on aille à l'hôpital, on nous montre des analyses un peu loufoques, mais quand même, c'est pas loufoque, de notre corps. Et on est étonné, on dit, mais je vais bien quand même. On dit, non, vous allez bien parce que vous ne savez pas que vous étiez malade. Donc, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on design une expérience? Comment est-ce qu'on améliore la vie des gens qui ont déjà une vie très compliquée, la maladie, qui normalement ou anormalement résidera avec eux toute activité aeternam en fait. Donc, comment est-ce qu'on améliore ça? Et pour le faire, nous avons la spécialiste du domaine. 2 tomes, ça se félicite, ça s'applaudit, c'est pas facile. J'ai vu les sources, c'est un travail, normalement pas de 2 personnes, hein, un travail de plusieurs personnes, mais une seule personne a arrivé à faire cela. Donc aujourd'hui, nous avons Marion Dragé. Voilà, tu as la parole. Hein. D'accord. C'est bon. Merci beaucoup pour ton introduction et pour la lecture de ce passage du premier tome des livres que j'ai publié effectivement l'année dernière chez l'Harmattan et que je t'ai envoyé il y a quelques mois, je crois. Oui, tout à fait. Voilà. Donc j'espère que voilà, ça vous sera utile. Je profite pour remercier. Oui. Je profite pour te remercier quand même directement là, voilà, pour ce cadeau. C'est vrai que j'avais déjà acheté, mais là, qu'on a ça, ça permettra à d'autres personnes de la communauté de pouvoir lire et tout ça là. Donc, merci encore une fois. Avec grand plaisir. Est-ce que là, vous voyez les slides ou pas? Oui, c'est bon. C'est bon, ok, super. Donc, je me présente rapidement et puis voilà, après, je vais commencer à présenter un petit peu mes slides. Moi, j'aime beaucoup l'échange libre, donc n'hésitez pas à me poser des questions, même pendant la présentation, parce que bon, on est peu nombreux, donc autant se permettre. Et puis, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous faites comme métier, que je puisse en fait comprendre à qui en fait j'ai affaire pour expliquer la question, la notion qui est peut-être mal amenée. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie de conception d'expérience patient. Je me présente un petit peu après. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que je ne vais pas vous donner forcément d'indications d'ergonomie ou de techniques d'UX ou de design thinking. Vous avez beaucoup de sources dessus et j'estime que vous êtes des professionnels qui savez les utiliser. Donc je vais simplement en fait changer un tout petit peu votre regard, votre paradigme d'approche du design en santé et avec un focus sur l'expérience patient
pour en fait vous montrer à quel moment en fait il est intéressant de revoir ses personas, de refaire une recherche terrain et puis d'ajuster son design. Parce qu'une même personne en fait, au cours de son parcours, n'est plus du tout la même cible, n'est plus le même persona et vous ne pouvez plus répondre à ses besoins de la même manière. Donc on va voir en fait en quoi c'est important de simplifier l'expérience patient, comment on peut le faire. J'amène 2 méthodes scientifiques donc qui ont été évaluées et publiées. Une méthode des informaticiens et en fait les risques liés au design en santé. Il n'y a pas tout, c'est pas exhaustif, mais en tout cas ça donne une bonne base. Alors moi, je suis designer d'expérience patient depuis 2018 et UX designer depuis 2012-2013. Aujourd'hui, je me considère plus concrètement comme UX designer puisque je suis plus dans la recherche fondamentale et le UX research à la limite. Mais en tout cas, si vous avez des questions purement ergo ou limite gamification, design comportemental, je pourrais vous répondre. J'ai donc écrit et publié 2 ouvrages aux éditions L'Harmattan l'année dernière. Et je suis coordinatrice d'un réseau de recherche nommé FAME, Human Factors for Medical Technologies, à l'Université de Nantes. Donc, l'importance de simplifier l'expérience patient, quand la personne est saine, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de soucis, et que du jour au lendemain, elle se rend compte qu'elle n'est pas bien et qu'elle doit en fait s'en remettre à un professionnel de santé, c'est là qu'elle devient patient. On va voir après le cheminement, on peut être malade sans être patient, et voilà, on peut, comme disait Rafiou, on peut aussi se considérer comme sain et en fait être malade. Et on a finalement, moi ce que j'ai vu dans mes recherches terrain, c'est que finalement il y a une sensation de trahison de son propre corps, comme si on était enfermé dans un corps qui n'est plus le nôtre, avec oui, un sentiment de trahison assez fort. Et en plus, parfois, quand le discours du professionnel de santé n'est pas très limpide, très, très clair, on a ce sentiment de tromperie qui va aller se transférer au professionnel de santé. Donc le discours, en fait, est hyper important aussi. Donc l'univers est nouveau, il est compliqué, il y a de nombreux acronymes, il y a des responsabilités qui sont nouvelles et le stress est accru. Donc déjà, là, c'est un choc au niveau environnement. Il faut faire les bons gestes parce qu'on a une thérapie, il faut organiser la médication sur la semaine quand on a une maladie chronique un peu lourde. On ne doit pas confondre les médicaments, il ne faut pas confondre les horaires de prise. Et là, quand on est fatigué, on est affaibli, ça devient un challenge au quotidien, voire plusieurs fois par jour. Et il y a aussi beaucoup de rendez-vous. En France, ils sont envoyés automatiquement aux patients sans leur demander s'ils sont disponibles et par courrier, même pas par téléphone. On ne leur demande pas si ça leur convient ou pas. Ça devient des sujets. Et alors là, passer de malade à patient, de patient à sujet, on est objectivé, on n'est pas objectivé, c'est pas le terme. J'ai plus le terme, pardon. On devient objet en fait. On est objet d'un soin, mais par force des choses, parce que l'hôpital ne peut pas en fait faire de l'humain avec tous les malades, on devient en fait finalement une marchandise à soigner. Et c'est très très compliqué à vivre. Et c'est pas une volonté des professionnels de santé ni des cadres de santé, c'est l'impact du système qui est colossal. C'est vraiment, on brasse beaucoup de patients. Alors, je vais revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que l'expérience d'usage en santé? Parce que l'expérience patient, c'est quoi? C'est l'usage d'un système de santé, d'un système, d'un dispositif médical et de son corps. Parce qu'on fait l'expérience de son corps, donc on fait usage de son corps. Certains se respectent, d'autres ne se respectent pas, par exemple. Et donc là, il y a déjà un premier niveau à voir, à questionner quand vous faites votre recherche terrain. Donc par rapport aux dispositifs médicaux, parce que moi j'aime beaucoup travailler les dispositifs médicaux, on fait le lien entre l'intimité du patient dans sa chair et en même temps les professionnels de santé, les soignants, l'équipe soignante qui peut avoir des notifications, envoyer des informations, les suivre, etc. Donc on peut travailler par exemple sur la manipulation des dispositifs comme les stylets d'injection, où là il va falloir faire attention aux grippes, à la lumière, au son, pour être sûr que le patient, quand il se fait son injection, qu'il y ait du bruit ou qu'il ne puisse pas voir et puisse toujours avoir finalement une sémantique qui confirme en fait que l'injection a bien été faite.
On a une aide thérapeutique digitale qui va réguler, aider à la prise des médicaments régulières. Et puis, on a aussi une observation du vécu de la maladie. On a de la domotique à domicile qui va être possible à mettre en place, notamment auprès des personnes en perte d'autonomie ou qui ne veulent pas forcément aller dans les maisons de retraite ou qui ne veulent pas aller à l'hôpital, etc. Et sur quoi on peut jouer? On peut du coup jouer sur la distance, sur le temps, sur la confiance, la confidentialité. On va éviter la fatigue, les risques, les transports, et ça va permettre une meilleure proximité, une rapidité, et on va travailler du coup sur l'inquiétude des proches et l'inquiétude du patient. On va pouvoir la réduire grâce justement à ces dispositifs-là. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que, juste petit rapide tour de table, est-ce que j'enfonce des portes ouvertes? Est-ce que vous le saviez déjà? Est-ce que du coup, je vais un peu trop vite? Dites-moi. Je vous ai plus là? Ouais, sinon, on est là. Il y a des commentaires qui disent que c'est bon. Il y a des mails aussi. Je peux pas les lire les commentaires parce que je suis sur un écran où j'affiche en fait le panorama. Ah, Donc si je ok. reviens en fait je peux revenir hein, sur la fenêtre où on est tous, mais du coup vous allez vous voir. Donc autant que je reste sur mes slides, on reste focus et je vous laisse dire vos questions ou vos commentaires peut-être à voix haute, comme ça je pourrai y répondre. Ok, c'est noté. Sinon, je vais quand même te revenir. S'il y a des questions, je vais peut-être Oui, te les remonter. Voilà. ouais, ça marche. Hmm. Alors je continue. Donc les boucles possibles, on a 4 temps dans le vécu de la maladie. Et c'est là que je vous dis qu'on a du coup 4 personas. Est-ce que c'est OK au niveau des personas? Tout le monde sait ce que c'est ou pas? Oui, oui. Ouais. OK, Oui, super. déjà, oui, c'est ça. OK. Donc on a un premier persona qui est sain, et comme tu disais, on ne sait pas qu'on est malade, donc tout va bien. Il n'y a pas de raison qu'on prenne plus soin de soi qu'à un autre moment ou qu'avant. Donc on vit notre vie de façon complètement normale, et on pense maîtriser son corps. Et c'est là qu'en fait on est bousculé, parce que quand on se rend compte qu'on devient malade, on a un sentiment de perte de contrôle. Et quand on perd quelque chose, c'est douloureux. On a un vrai point de douleur à ce moment-là, c'est-à-dire que non seulement on perd quelque chose, mais en plus c'est pas matériel, c'est une partie de soi. Vous savez, quand on a une douleur psychologique qui est intense, on a l'impression d'être amputé de quelque chose. C'est aussi douloureux que d'être amputé d'un bras. Il y a des douleurs qui sont énormes. Bon, là, perte de contrôle, on n'y est pas, mais quand même, on est amputé d'une partie de sa souveraineté. C'est-à-dire qu'on ne décide plus pour soi-même, c'est son corps qui a pris le dessus. Voilà. Et là, à ce moment-là, le personnage, il n'est plus aussi sûr de lui, il va plus faire les mêmes choix, il faut déjà le revoir. Donc quand vous faites par exemple une campagne de prévention où les gens ils pensent ne pas être malades, déjà votre persona, à partir du moment où ils font les examens, par exemple on parlait des, euh, des tests pour le cancer, déjà à ce moment-là, quand le test est positif, bon bah du coup il y a déjà un changement dans leur vie. C'est un tsunami de toute façon. Là, pour se remettre, il faut y aller. Il y a tout le paradigme existentiel qui change. C'est un choc émotionnel qui fait qu'ils n'ont plus la même vision de la vie. Ils n'ont plus le même caractère pour certains et ils n'ont plus le même relationnel avec leurs proches. On a énormément de retours, de discours qui disent bah avant elle était maniaque, elle faisait des reproches tout le temps quand elle est tombée malade, quand elle a eu le cancer. Bon bah là c'était une femme complètement différente, elle était avenante, joyeuse, elle se plaignait jamais, etc. Et à l'inverse, on a des personnes qui étaient absolument adorables et puis d'un coup, avec la maladie, deviennent insupportables ou maniaques ou vraiment en colère, nerveux tout le temps, etc. Ensuite, le malade devient patient parce qu'il se rend compte qu'il n'arrive pas à gérer sa maladie, donc il se confie à un professionnel, il s'assujettit, il perd encore un peu de sa souveraineté. Et là, vraiment, on confie sa vie à quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas, juste parce qu'il a plus de connaissances que nous. Donc c'est encore plus altérant, ça va encore plus loin. Et après, quand il a fait plusieurs mois comme ça, de perte de souveraineté, de confiance en lui aussi, le patient,
s'il a la chance de guérir, ben, il va plus se reconnaître. Il a perdu son identité en cours, il est différent, hein. De toute façon, à chaque fois qu'on passe une étape dans la vie, ça nous nourrit, on est différent. Mais nous, notre but, c'est de l'accompagner. On a cette étape-là en santé qu'on appelle la réhabilitation psychosociale. Il va falloir voilà, l'aider à reprendre une vie normale, à se sentir normal, à avoir confiance en lui, à aller vers les autres sans avoir peur d'être stigmatisé pour la maladie, etc. Donc, il y a vraiment à chaque moment de la maladie des objectifs dans votre projet à revoir. Alors, si votre projet, finalement, c'est d'accompagner toutes ces périodes-là, tous ces moments-là, du coup, faut faire des sous-objectifs par rapport à l'objectif de votre commanditaire. Souvent, le commanditaire, c'est soit un établissement de santé, soit une entreprise pharmaceutique. Voilà. Donc, ils ont des objectifs qui sont de concurrence ou de notation par rapport aux autres établissements. Donc, il faut améliorer tel point. OK, mais pour ça, il faut améliorer des sous-objectifs. Il faut améliorer en fait l'environnement patient, le vécu patient, et donc avoir des sous-objectifs. Ça, c'est vraiment important. Est-ce que ça va ou il y a des questions? Pour le sang, je pense que ça peut aller. Ok, ok. Donc, rapidement, où sont les priorités dans ces sous-objectifs-là? C'est qu'il retrouve une partie de sa souveraineté. Donc, on le trouve quand on suit avec le téléphone mobile, avec l'Internet connecté, les objets connectés, qui se permettent un suivi et une compréhension améliorée de son corps, avec des constantes qui sont en temps réel sur sa montre ou sur son téléphone. Là, il retrouve une certaine souveraineté. En prenant connaissance de ces éléments-là, il retrouve aussi une certaine dignité. Il peut en parler, il peut avoir plus de contrôle. Du coup, en se connaissant un peu mieux, il a une meilleure vie sociale parce qu'il sait à quel moment il se met en danger, à quel moment il se met pas en danger, ce qu'il veut dire, ce qu'il ne veut pas dire, ce qu'il garde pour lui ou pas. Et aussi au niveau émotionnel, du coup, voilà, il y a un peu plus de sérénité et il est pas dans l'inquiétude constante. Là, ce sont ses priorités à travailler pour le patient. Donc, comment on peut faire pour travailler l'expérience patient? On va travailler le bien-être, on va l'aider en fait à parler le langage de son corps qui change en permanence. Donc, je vous ai parlé finalement des enjeux de transformation identitaire qui sont sous-jacents aux 4 vraiment grandes phases de son parcours. Mais au final, son corps va également s'exprimer de différentes manières. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va avoir des premiers symptômes peut-être un peu confus, il va pas très bien comprendre ce que c'est, il va pas voir tout de suite qu'il est malade. Quand il est malade, il va faire un focus sur les symptômes qu'il connaît et puis il va essayer de les identifier, il va mal les identifier, il va prendre peut-être une fatigue pour quelque chose d'autre et puis une douleur à la cheville pour faire un lien avec une autre douleur qui est pas forcément la même. Donc ça peut aller très vite dans sa tête sans bien les identifier les symptômes. Puis il va être patient, il va identifier les symptômes, puis il va avoir une thérapie qui va modifier ces symptômes, qui peut lui donner des nouveaux symptômes ou des effets secondaires. Et puis au fur et à mesure, il va plus en sentir parce qu'il va commencer à guérir, il va un peu lâcher du lest au niveau de l'observance et puis ça va revenir d'un coup. Et puis du coup, il va avoir l'impression de revenir en arrière et d'avoir travaillé, d'avoir tout fait pour rien. Donc tout ça, en fait, il faut, pour qu'il vive bien sa maladie, pour qu'il connaisse en fait sa maladie, il faut l'accompagner vraiment dans en fait les changements de son corps, visibles ou invisibles, et l'incapacité, lui donner les capacités supplémentaires pour gérer ces sensations-là, qu'elles soient bonnes ou pas, mais pour qu'il puisse comprendre le fonctionnement de son corps. Et ça, en fait, c'est de la médecine personnalisée. C'est avec l'intelligence artificielle, c'est en prenant en compte, en fait, ses constantes, en prenant en compte les mots qu'il utilise pour faire des retours sur son expérience. Voilà. Et souffrir, faire des efforts, fait partie de sa thérapie. Vous n'enlèverez pas ça de son parcours. Quand on parle de pain point, il faut vous enlever de la tête le fait qu'il ne fera pas d'efforts ou qu'il ne souffrira pas, puisque il n'a pas le choix en fait. C'est malheureux à dire, mais ça fait partie de son parcours. Et s'il ne fait pas d'efforts pour s'en sortir, il n'en fera pas du coup ensuite pour éviter la rechute. Donc ça, c'est vraiment pas évident. Dans les switches, par exemple, thérapeutiques, on a des patients qui souffrent énormément de leur thérapie.
on donne un nouveau médicament qui leur donne beaucoup plus de liberté dans la vie quotidienne. Et puis finalement, ils oublient d'être prudents et ils se font très mal. Je fais allusion notamment ici à l'hémophilie, où on a un switch thérapeutique qui s'est fait quelques mois, quelques années peut-être maintenant, et qui permettait vraiment d'avoir une vie beaucoup plus normale, à faire avec moins d'injections, moins d'allers-retours à l'hôpital, sauf qu'il y avait il y avait quand même un risque de thrombose assez important. Donc la thrombose, c'est quand le sang est trop épais et ça peut créer par exemple des AVC, ça peut être assez dramatique. Donc il faut vraiment être à l'écoute de son corps. Donc il faut apprendre en fait tous ces nouveaux symptômes. Donc il faut être accompagné. Et ça, c'est notre rôle en tant que concepteur d'expérience utilisateur. Même si on n'est pas professionnel de santé, on travaille avec les professionnels de santé et on voit en fait quels sont les meilleurs canaux, les meilleurs moments pour communiquer avec les bons mots au patient en fonction de son étape à traverser. Ça va jusque-là? Oui, ça va. Là, si je comprends bien, ça veut dire qu'en fait, le caractère patient apparaît lorsque la maladie plus ou moins nous écrase, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, voilà. Maintenant, donc, ce qui veut dire que c'est durant cette période de patient que doit intervenir le designer ou il doit intervenir bien avant. C'est-à-dire, quand je veux dire ça, un designer veut apporter une solution. Si, par exemple, est-ce qu'il doit intervenir juste là, lorsque vous êtes en train de vous soigner ou s'interroger à tout ce que vous avez eu à vivre en amont, comment ça a été dans votre vie? La recherche utilisateur va tenir compte de ce que vous avez vécu ou carrément ce que vous vivez maintenant, c'est-à-dire la douleur dont vous souffrez. Ouais, ça c'est une excellente question que tu poses parce que effectivement, en fonction de la culture de la personne et dans sa famille par exemple ou dans sa région, ça peut changer en fonction des régions, on a une vision qui est complètement différente du corps médical et de la gestion de sa santé. Et par exemple, moi je suis originaire de Normandie en France et dans la famille, c'est vraiment, on va pas se plaindre, on se coupe, on se débrouille, on est malade, on se secoue et puis enfin je veux dire si on a un peu une grippe qui dure, c'est pas grave, on se secoue, on se plaint pas quoi. C'est très mal vu de prendre soin de sa santé pour un homme. Voilà. Et donc là, les mœurs ont changé avec les nouvelles générations qui font vachement attention à ce qu'elles mangent. Mais la génération de dessus, de mes parents par exemple, il y en a beaucoup qui ont laissé des maladies grandir, prendre de la place, parce qu'ils n'ont pas voulu aller se faire soigner, parce que ça ne faisait pas partie de leur culture. Donc le fait d'aller questionner les patients sur l'antériorité qu'ils ont, sur ce qu'ils faisaient avant, sur comment ils voient la maladie, comment ils voient le corps médical, ça permet, vous, d'avoir un seuil au niveau de leurs attentes, au niveau de leur perception, et d'avoir du coup un niveau de réponse à amener. Exemple, quelqu'un qui a un avis très haut de la médecine, il va avoir des attentes très hautes. Donc la réponse qu'on va lui donner sera très probablement décevante. Et donc il va avoir une augmentation de l'inquiétude, du stress, peut-être de la peur. Donc peut-être là, niveler un petit peu son attente. Quelqu'un qui a une très mauvaise estime du corps médical, quand il va voir qu'il est pris en charge de façon correcte, je l'espère, du coup, il va se dire, finalement, c'était quand même pas si terrible que ça. Ils vont prendre soin de moi, je vais m'en sortir. Et là, en fait, il va avoir son caractère, son émotion qui va s'adoucir. Le fait d'aller questionner du coup votre cible comme ça en amont, ça va vous permettre de positionner un peu la réponse que vous devez la donner, que ce soit au niveau de l'objet connecté. Est-ce que vous devez être dans du design émotionnel à donner une touche d'empathie, à donner un côté humain à la conversation, avec une touche d'humour, ou est-ce que vous devez rester très professionnel avec des termes qui sont objectifs, sans humour, sans compassion,
Ça dépend vraiment de votre cible, de votre patient, de ce qu'il a vécu, de ses attentes, etc. Ça, c'est vraiment pour la recherche terrain, au moment T où vous avez besoin de faire un design, une conception d'accompagnement. Maintenant, dans l'absolu, un designer doit pouvoir travailler sur la prévention en amont, auprès des personnes saines, jusqu'au bout, jusqu'aux personnes qui font attention pour ne pas rechuter. Simplement, dans les faits, on sait bien qu'on est tributaire des finances, et les finances nous payent quand il y a quelque chose à modifier parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est rare qu'on puisse travailler vraiment de bout en bout sur la chaîne de valeur au niveau de la santé. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Ouais, tout à fait. Donc, la complexité devient de plus en plus grande alors. Parce que, en fait, la question, en fait, c'est quand même clair, hein. Je disais par rapport à la culture des gens, ça suppose, en fait, que, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour savoir si cette personne, la réponse qu'on va donner, ne va pas vraiment la décevoir. C'est vraiment ça. Peut-être après, on peut répondre, pas maintenant. Vu que tu viens de parler du fait que si la personne a un degré, c'est-à-dire une certaine amitié, forme d'amitié, donc ce qui dit que la réponse va le décevoir. Donc, à quelle période? Bon, bref, ça va être compliqué, quoi. Parce que je suis en train de voir, nous, dans notre atmosphère, dans notre géographie ici, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut aider les gens juste avec des mots pour qu'on ne puisse pas assez perdre les gens? Parce que les gens n'ont, je suis désolé de le dire, je ne sais pas pour les autres, mais les gens n'ont pas assez d'estime pour le corps médical parce qu'ils se disent que ce sont des griffonneurs d'ordonnances. Donc, du coup, ils vous voient et ça débile. L'ordonnance, quoi. C'est plein, vous allez acheter des produits. Hmm. Ce manque de confiance fait que quand les gens tombent malades même, ils se disent, je ne vais même pas aller à l'hôpital. Ils vont me dire ça. Ouais, je vois. Donc, c'est tout un... Bon, bref, allons-y, continuons quand même la présentation. Je crois qu'on verra s'il y a des questions plus, on va voir comment répondre à ça. Quand même, j'ai Ouais, compris. ouais. Bah, c'est vrai que nous, en France, on n'a pas cette problématique-là, parce que le corps médical garde cette confiance-là. La population a vraiment confiance dans les médecins, même si c'est des griffonneurs, hein. C'est pareil, hein. C'est-à-dire qu'ils ont très peu de temps pour les patients. On va les voir, on a un problème, ils vont pas forcément nous écouter, ils nous donnent tout de suite un médicament, ça va nous casser un petit peu, ils font leur boulot, c'est leur job. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas cette problématique de confiance, par contre. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Mais après, oui, on pourra reparler, oui. Donc réduire la charge cognitive, donc comme on vient d'en discuter, là effectivement déjà, une personne qui a pas confiance dans le professionnel de santé, c'est quelqu'un qui va vachement ruminer. Donc là on a sur, la partie rumination, le patient qui réfléchit beaucoup, qui peut éventuellement paniquer, voire perdre pied. Mais ça dépend des profils. Il y en a certains qui vont juste être dans le déni. Et là, dans le déni, c'est très compliqué de faire sortir un patient du déni. Et là du coup, la perception du temps est complètement différente entre le patient et les professionnels de santé. Quand on est en UX, on travaille l'expérience map, on travaille les moments en fait de l'étape de santé. Sauf que dans le vécu, il y a une période de prise en charge qui est beaucoup plus longue pour le professionnel de santé qui attend que le patient se ressaisisse, que pour le patient qui, lui, en fait, vit sa vie à fond, qui se pose aucune question. Le temps passe très vite, il n'y a pas de problème. Donc là, y a des temps qui sont vécus de façon différente en fonction du vécu de l'instant. Ça peut être très long, ça peut être très court. La rumination, généralement, c'est un temps qui est très long. C'est-à-dire que là, il réfléchit, ça va pas. Il est dedans, il focus, il n'arrive pas à sortir la tête, et dans ce cas-là, il y a un danger au niveau de la santé mentale. Pour réduire la charge cognitive, on a aussi l'entourage. On va les intégrer, on va leur poser des questions, voir on va les aider en fait pour accompagner le proche malade. Il y a l'épée Damoclès, parce que quand on est malade, ben, on sait qu'il y a quelque chose qui risque de nous tomber dessus. Il faut les aider à gérer cette pression-là. Et puis, il y a tout ce qui est rendez-vous, organisation, tout ce qui est logistique. Et donc là, effectivement, on a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie du patient. Je vous parlais tout à l'heure du nouvel univers à gérer. Et ben là, c'est pareil, en fait. C'est beaucoup de choses qui changent dans leur vie qu'il faut les aider, en fait, à gérer. Voilà.
Je sais pas si c'est pareil ou pas de votre côté, mais j'imagine. Toc, toc, toc. Donc, quand vous faites des projets en santé, ce que je disais, c'est que anticiper permet de ne pas se faire surprendre. Donc, bien sûr, encadrer les entretiens, les éléments de communication, les points de contact avec les patients, tout ça, vous pouvez le préparer en avance. Et ça va vous faire gagner du temps. Parce que j'imagine que c'est pareil que chez nous. Nous, on a énormément de freins au niveau réglementaire. On ne peut pas aller interroger les patients pour les projets comme ça. Il faut aller demander des autorisations. Certains projets demandent d'envoyer des protocoles de recherche pour avoir l'accord de comité de protection des personnes. C'est assez poussé et on peut avoir 6 mois de retard sur le projet. Donc ça, voilà, il faut avoir vraiment, entre guillemets, des laissez-passer auprès des soignants pour bien gérer le projet. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il faut challenger l'objectif de départ. L'objectif de départ, généralement, est donné par un commanditaire. C'est souvent, en fait, il faut améliorer telle situation parce que elle correspond pas aux prérogatives de la hiérarchie du dessus. Donc chez nous, c'est la HAS, la Haute Autorité de Santé. Il va y avoir aussi des prérogatives au niveau du gouvernement, au niveau de l'Europe, au niveau de l'ONU, au niveau... voilà, il y a des entités comme ça qui font autorité. Et finalement, ça descend par capillarité au niveau des régions, au niveau des établissements, et ça influence tous les objectifs des projets. Donc à ce moment-là, quand l'objectif est posé, il faut vraiment voir au niveau du patient comment atteindre des sous-objectifs qui correspondent à l'expérience du patient. Parce que sinon, on va travailler uniquement pour l'hôpital, on ne s'occupe pas du patient. Et donc là, vraiment, il faut voir quel est l'objectif réel du coup qui a travaillé. Est-ce que c'est vraiment ce que nous dit le commanditaire ou est-ce qu'il y a autre chose de non dit qui n'est pas avouable? Voilà. Si c'est juste pour économiser des sous au niveau de l'hôpital, par exemple. Donc, quel est le vrai but final du projet et quel est le point de vue du patient? Voilà. Et quand je dis du point de vue, c'est pas, on va pas questionner le patient sur l'objectif. On va questionner le patient sur son vécu, sur ce qu'il pense de sa prise en charge, sur ce qu'il pense. On va tourner autour du pot quelque part. Hein. On va voir, on va tester, et puis c'est comme ça qu'on va voir si des solutions, des infos peuvent se croiser pour faire naître voilà, des nouveaux points de départ, voilà, des conceptions possibles, des nouveaux concepts. Je suis un peu méta quand je parle, hein. Je suis dans l'abstrait souvent, donc n'hésitez pas à m'interrompre encore une fois. Hein. Ça va ou pas? Ouais, ça va, Ah, t'inquiète. ça va. Ouais, ça va. Ok, super. Je profite pour poser deux questions. En fait, là où c'est encore plus complexe, c'est certaines maladies. Bon, je vais faire peut-être un petit apport. En temps, j'avais une personne qui m'avait contacté pour créer une association des personnes atteintes d'AVC. Donc, on voit déjà ce que ça peut être, c'est-à-dire soit hémiplégie, soit tétraplégie. Donc, quand même, là, on a appelé ça la troisième phase, c'est-à-dire la phase des séquelles plus visibles. Donc j'en viens au niveau de questionner, en fait, aller voir des gens, questionner, challenger le tour de départ, c'est-à-dire les patients. Des fois, on est face à des patients qui ne peuvent pas vraiment parler eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est paradoxal. C'est-à-dire, d'abord, quelqu'un qui est hémiplégique ou tétraplégique, qui vient à peine d'être, voilà, qui souffre, ça fait juste 3 mois, 4 mois, la personne a du mal à dire vraiment ce qu'elle ressent. Ou des gens qui sont des sourds, en fait. Donc, du coup, voilà, bon, si je peux le dire comme ça, des malentendants, donc si je peux mieux le dire. Dans ce cas, comment est-ce que l'approche se fera? Des gens qui ne peuvent pas parler eux-mêmes. Est-ce qu'on continue toujours avec des questions ou on va voir quelqu'un qui est à côté qui peut peut-être nous parler à la place du patient? Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que effectivement, alors il y a 3 notions qui sont importantes. Il y a déjà la première, c'est qu'il faut voir si l'expérience patient est une préoccupation au moment où le patient est mal.
Est-ce qu'il est mal parce que c'est passager, qu'il est affaibli et qu'il peut vraiment pas te répondre? Dans ces cas-là, on va pas aller, l'embêter. Je veux dire, si ça fait 3 jours que c'est arrivé, on va le lâcher, on va laisser se remettre, tu vois? Ensuite, si c'est un patient qui est, tétraplégique ou si c'est une situation qui est, définitive ou qui en tout cas qui va être amenée à durer pendant des mois, où il va devoir faire de la rééducation au long terme pour s'en sortir, là effectivement on va avoir besoin de le questionner et s'il peut pas s'exprimer avec des mots, la slide là tombe très bien, c'est-à-dire qu'on a d'autres médiums possibles. On a en fait, la possibilité de, lui faire valider, je sais pas, une matière et quelle matière il préfère. La vidéo, lui montrer une vidéo et puis lui demander, de regarder à gauche ou à droite s'il peut bouger les yeux. À gauche, c'est positif, il aime bien ce moment-là. À droite, c'est négatif, il aime pas ce moment-là. On a les odeurs, on peut faire sentir des odeurs. On a des photos et s'il peut, bouger au moins, les bras ou les mains, ou la tête, on peut lui faire tenir le pinceau avec la tête, on peut aussi le faire s'exprimer à travers l'art. Et c'est vraiment à travers les concepts d'art-thérapie que j'ai pu découvrir en fait que les patients, se sentaient trahis par leur corps et trahis par le corps professionnel et trahis par leur corps à eux. Et eux-mêmes, en fait, n'arrivaient pas à le dire. Ils ne le déclaraient pas. Le déclaratif patient était incomplet parce qu'au niveau de leurs émotions, il y avait des choses qui restaient. Aucun de nous n'est en mesure de dire ce qu'il ressent vraiment au fond de lui. On ne ressent que les émotions primaires qui sont énormes. C'est-à-dire que si je suis stressée, angoissée, enfin quand je dis primaire, il y a plus que les 7, hein, on va dire, on a un peu plus d'éventail quand même, mais il n'y a que les émotions fortes qu'on va exprimer. Sauf que, en fait, les émotions fortes sont là pour nous alerter, mais au fond de nous, si on est un tout petit peu stressé au quotidien, on va pas forcément le dire, on va plus forcément le sentir. Pourtant, les dégâts au niveau, au niveau du corps sont là. Le stress oxydatif fait son œuvre. Quelqu'un qui est en colère souvent, c'est pareil. Il va pas forcément le ressentir à fond tout le temps, mais ça va se voir dans son comportement, dans sa personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, à ce moment-là, effectivement, les émotions, il faut les travailler aussi. Bon, pardon, du coup, j'ai glissé de la réponse de ta question à la slide. Donc, je vais continuer comme ça. Il me semble que j'ai à peu près répondu. Donc, je vais continuer. Euh, donc, voilà, il y a les émotions primaires. Il y a les émotions sociales. Donc, quand vous interrogez quelqu'un, les émotions qu'il va vous montrer ne seront pas forcément celles qu'il va ressentir, puisqu'il va vouloir répondre socialement de façon digne et de façon normale, même s'il souffre. Il ne va pas forcément se laisser aller. En tout cas, dans la culture française, c'est souvent comme ça. Je ne sais pas comment c'est au Togo. Et d'où l'intérêt de pouvoir détecter les micro-émotions. Les micro-émotions ou émotions spécifiques, entre parenthèses, parce qu'il y a un consensus au niveau scientifique pour savoir comment on les appelle, mais en gros c'est exactement pareil, ce sont des émotions qui apparaissent sur le visage entre un quart de seconde et une demi-seconde. Donc c'est difficile de les capter, mais en tout cas ça vous informe sur le fait qu'il a ressenti une émotion et il s'est tout de suite repris pour ne pas vous la montrer. Et ça c'est hyper intéressant parce que ça va vous montrer que là il y a un pain point à travailler, donc un point de douleur qui en plus est suffisamment gênant pour qu'il ne veuille pas vous le partager. Et à ce moment-là, en tant que designer d'expérience, pour le patient, vous devez creuser le sujet. C'est important. Sans lui dire qu'il est dans le mensonge, parce que là, pardon, mais... Alors là, les micro-émotions sont une porte d'entrée pour comprendre s'il y a quelque chose qui est caché ou mensonger. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas. C'est juste une porte d'entrée. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, détecter les micro-émotions, ça peut être intéressant pour découvrir des nouveaux insights et aider à comprendre ce que vous avez. Et la détection du stress cognitif, c'est vraiment là où, avec, vous pourrez, il y a une vidéo sur YouTube où je parle de la détection du mensonge en UX. Donc il y a un peu plus de détails que dans cette présentation-là. C'est pareil pour les émotions, il y a une vidéo en ligne sur YouTube. Donc la détection du stress cognitif au niveau des mensonges, c'est vraiment, vous allez voir qu'il y a des signaux de stress et vous allez creuser. Vous allez peut-être stresser un peu plus le patient pour justement voir si là il y a une faille. Vous allez partir sur une base comportementale, une baseline qu'on appelle, pour voir, pour évaluer si effectivement il est pareil à quand vous l'avez rencontré juste avant à la machine à café ou est-ce que là,
il y a un stress qui s'installe, est-ce qu'il n'est pas bien? Du coup, ses mots vont être différents, son flux de parole va être différent, sa densité de discours va être différente. Et il y a des techniques en fait pour voir si effectivement il s'en mêle les pinceaux ou pas. Et pourquoi en fait on peut mettre ça en place? C'est vraiment pas pour confronter le patient, mais c'est pour tester si la vérité n'est pas ailleurs. Et le patient va peut-être être dans le mensonge pour se protéger lui. Les mécanismes de mensonge, omission ou commission, c'est-à-dire si on le crée le mensonge ou si on oublie volontairement une information, ces mécanismes-là sont mis en place parfois, pas pour faire de mal, hein, mais juste pour se protéger du regard de l'autre, pour protéger quelqu'un, pour éviter une punition, pour éviter en tout cas la conséquence de cette information qui serait divulguée. Donc les concepts d'art-thérapie et l'ethnographie sensorielle, je vous l'ai expliqué, c'est vraiment pour pouvoir faire parler le patient. Donc là, je suis à la troisième petite bulle, pour aider le patient à s'exprimer quand c'est difficile, quand c'est douloureux, quand les mots ne suffisent plus. Et de vous initier aux techniques de psychothérapie vous servira aussi pour concevoir des parcours numériques qui ne correspondent pas au parcours classique d'un utilisateur ou d'un usager, mais qui va correspondre à un parcours de prise en charge et d'aide en psychothérapie. Parce qu'il faut l'aider psychologiquement, et quand il y a des techniques comme ça de psychothérapie qui existent, il faut voir en fait comment le transposer dans le parcours du numérique, quelle que soit la pathologie en fait. Il faut en fait faire une fusion. Moi, je suis diplômée hein, de ces choses-là. Hein. J'ai passé une certification en détection des micro-émotions. On peut le faire en ligne sur le site de Paul Ekman, sur le Paul Ekman Group. Donc, c'est un des pairs de la détection de mensonges. Vous pouvez faire, comme moi aussi, la certification en détection de mensonges qui est donnée par l'Institut NERA, c'est en ligne aussi. Et puis vous avez d'autres formations en ligne aussi pour passer des certificats en art-thérapie, en psychothérapie. Le but, c'est pas de devenir psychothérapeute, mais c'est vraiment de vous réapproprier ces techniques-là pour améliorer en fait vos compétences en fait de designer. Voilà. Je vais peut-être passer un tout petit peu plus vite sur les prochaines slides. De toute façon, je vous enverrai le document pour que vous puissiez vous l'approprier. Vous avez des questions là rapidement? Je continue alors? Donc là, vous avez Oui, tu peux y aller. Oui, tu peux y aller. Ok. Là, vous avez la première technique scientifique pour faire votre recherche terrain basée sur l'expérience patient. Donc, on appelle ça l'experience-based co-design, donc la conception basée sur l'expérience. Et c'est une approche qui n'était pas issue forcément de l'expérience patient à la base, mais qu'on s'est réappropriée dans la santé, parce que ça permet de co-concevoir des services et des parcours de soins en se basant sur leur expérience. Donc, on va interviewer, on va filmer patients, montrer le film, organiser les retours d'information des patients, des focus group autour des films et animer des groupes de co-conception autour de ça. Et donc là, vraiment, on va l'aider à se souvenir de ses sensations. On va l'aider à se souvenir de son vécu. J'ai du bruit à l'extérieur, ça va, vous entendez pas trop? Non, c'est bon quand même. Bon, chez moi, c'est bon. Donc là, c'est une première technique qui va vous permettre voilà, de ne pas juste vous appuyer sur le déclaratif au niveau des interviews en faisant coïncider les éléments récurrents avec votre observation. Vous allez vraiment aller chercher, le faire se remémorer des sensations. Vous savez, c'est la Madeleine de Proust. Quand on sent une odeur de tarte, une odeur de plat, ça nous rappelle des souvenirs d'enfance. Et bien là, c'est pareil. Un coin de moquette, une odeur de rideau, des bruits de pas dans le couloir. Il y a des patients qui sont à l'hôpital depuis longtemps et ils sont rassurés d'entendre les bruits de pas dans le couloir parce qu'ils se sentent pas seuls et parce qu'ils reconnaissent les bruits des aidants qui sont là, des soignants qui sont là. Et puis il y a d'autres patients, les bruits de pas, franchement, ça les empêche de dormir, ils en ont marre, ils ont envie d'être chez eux. Donc là, il faut voir en fait comment interpréter finalement les sens et comment les aider finalement à s'exprimer en les replongeant dans la situation en restimulant les sens. Vous avez aussi l'évidence-based design.
Donc là, c'est vraiment d'un point de vue scientifique, quand on travaille une expérience patient, donc on a forcément une forte littératie médicale, et cette littératie est énorme. Enfin, on a énormément de quantité dans le médical, d'études scientifiques. Et donc, on a de quoi faire une conception basée sur les preuves. C'est-à-dire que là, on peut partir, on peut définir des objectifs en fonction des documents scientifiques que vous aurez trouvés, qui sont irréfutables a priori. Et donc, vous pourrez partir de ça pour les mettre, pour les challenger et créer en fait quelque chose de nouveau. Voilà, vous pouvez interpréter voilà, de manière critique les preuves pertinentes, imaginer des concepts de conception basés sur les preuves, développer des hypothèses, recueillir des mesures de performance de référence. Et là, à ce moment-là, vous allez commencer finalement à mettre en lumière peut-être les faces cachées de l'étude, les réalités terrain, parce qu'une étude n'a pas forcément les réalités terrain appliquées par rapport aux patients. Et du coup, ça peut vous servir comme base pour vous nourrir et vous faire gagner énormément de temps. Donc, je pense qu'en fait, les deux, l'experience-based co-design et l'evidence-based design, je pense qu'elles sont toutes les deux vraiment incontournables en santé. Et donc là, maintenant, c'est la méthode des informaticiens. Ça, c'est vraiment pour vous faciliter la tâche à vous, designers. C'est concentrez-vous sur l'essentiel. Parce que quand on aide les patients, on a envie de tout faire super bien. Sauf qu'il faut faire le deuil de la perfection, on n'y arrive jamais. Jamais. Si on arrive à 70% de la performance, enfin de ce qu'on souhaite, c'est bien. Et c'est trompeur. Parce qu'en fait, la performance marche dans une situation et des situations en environnement réel sont toujours différentes. Vous aurez toujours à modifier, à améliorer votre solution. Vous aurez toujours à rendre votre solution plus robuste au final. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière intervention d'Olivier Hamon qui dit que pour faire face aux changements qui arrivent dans le monde, il faut de la robustesse. Et la robustesse, c'est multiplier les solutions. C'est pas faire un gros truc d'un coup et mettre tous les moyens dedans, c'est faire plein de petits trucs, plein de petits concepts qui font qu'on s'y retrouve. Donc, se concentrer sur l'essentiel, l'efficacité des actions, réduction des coûts, amélioration de l'expérience utilisateur, éviter la surcomplexification. Donc, quand je dis il faut plein de petits concepts, c'est des trucs tout simples. C'est ce que je disais dans une interview, je ne sais pas si tu l'as écouté, Rafiou, l'interview avec Radio Zen. Je Oui, je l'ai disais, écouté. voilà, un QR code sur un mur permet aux patients en salle d'attente de s'acculturer à sa propre maladie. Vous voyez? Et on n'est pas obligé de développer une application pour ça, du coup. On peut l'emmener sur une page web. Et c'est ça, quand je vous dis faire simple, se concentrer sur l'essentiel, donc communiquer l'information dans cette situation-là, dans cet exemple-là. Et atteindre son objectif, c'est suffisant. On peut le faire avec une affiche, un QR code, peu importe. Je veux dire, à l'hôpital ou à l'extérieur. L'idée, c'est de voilà, donner l'information et on se débarrasse de tout ce qui est conception trop poussée, complexification voilà, de la solution. Et après, bon, bah, les méthodes d'application, comme je vous ai dit, vous êtes designer, je ne vous réexplique pas tout. Vous connaissez design thinking, les méthodes agiles, vous faites des tests de concepts, des créations, surtout hyper important, de minimum viable product. Parce que en fait, c'est comme ça que vous allez tester au maximum si ça fonctionne ou pas. Bon, il y a des choses, on sait que ça va fonctionner ou pas. Je veux dire, si tu mets un QR code sur le mur, bon, tu sais que ça va rien te coûter, en gros, une page web et puis l'impression d'un QR code et c'est tout. Donc globalement, il y a peu de risques que ça échoue, hein, mais bon, il faut quand même tester. Donc plus efficace et moins risqué. Donc pour le patient, il faut l'aider à accepter son nouveau corps. Mais c'est surtout que quand vous travaillez autour de cette notion-là avec la méthode KISS, alors je ne vous ai pas expliqué ce que c'était que la méthode KISS, c'est dommage. C'est Keep It Simple Stupid. Voilà, c'est pas la méthode bisou. Keep It Simple Stupid. Voilà. Et donc c'est vraiment pour avoir une meilleure efficacité,
faciliter l'appropriation des outils parce que moins de fonctionnalités, moins de services, moins de technicité, donc une réduction de la maintenance, une réduction des risques. Attention, en santé, les risques, c'est terrible. On a une complication au niveau des situations qui arrivent, des risques d'erreur qui sont croissants. Donc vraiment, quand on réduit en fait la complexité de la solution, on maximise en fait sa fiabilité dans sa prise en main. Et donc là, c'est vraiment votre but. Il faut éviter, il faut vraiment ne pas avoir l'ego de vouloir faire quelque chose d'absolument incroyable, révolutionnaire ou innovant. On n'est pas du tout dedans. Vraiment, on réduit les coûts, on fait dans le plus simple, on facilite la prise de décision. Voilà. C'est vraiment améliorer finalement l'intégration de la solution dans le quotidien et ne pas trop bousculer, et limiter les temps d'apprentissage. Voilà, tout ça, c'est lié à ça. Comment on peut l'appliquer finalement en santé? Dans votre gestion de projet, les livrables, ce seront les livrables essentiels. Vous n'allez pas finalement donner à votre commanditaire, en tout cas pas en France, après peut-être qu'au Togo ce sera comme ça, on va pas lui donner à la fois le persona 1, le persona 2, le persona 3, le persona 4. On va pas lui expliquer toute l'expérience patient, on va pas lui expliquer d'où il part, où il va. Le patient, on va lui expliquer en fait en quoi sa demande actuelle correspond à telle situation. Donc en quoi, enfin, on va lui rappeler en fait ce qui ne va pas et pourquoi il nous a demandé d'agir. Et puis on va lui dire, bah voilà, nous par rapport à notre recherche terrain, on peut amener la situation à cette nouvelle situation-là avec tant de pourcentage de confiance. Voilà, ça on peut le faire, on sait qu'on va le faire à moindre coût, il n'y a pas de souci. Pour ça, bon bah voilà, on va utiliser telle chose, on va amener tel usage, on va avoir telle retombée. Voilà. Ça va vous simplifier la gestion de votre projet. Ça va vous aider à le communiquer, ça va vous aider à faire passer les infos. Et c'est pareil donc pour le design, on va limiter les fonctionnalités, les messages, se centrer sur les interfaces intuitives, etc. Facile à comprendre et à prendre en main. Et donc dans la communication, on va transmettre des messages clairs et concis. On va pas aller faire du jargon abscon, on va pas tourner autour du pot, voilà. On va aussi éviter la mésinterprétation des informations. Parce que quand on est malade, on n'est pas toujours lucide, on n'est pas toujours hyper objectif. Voilà, ça peut aller très vite. Donc voilà, je vous disais, les risques en santé, il faut vraiment y faire attention. L'expérience cumulative, il y a des solutions qu'on prendre en main très vite et finalement, à la fin, elles vont être enfermantes, comme dans une prison. Je pense notamment aux notifications pour prendre les médicaments. Si c'est un traitement qui est douloureux, qu'on doit faire plusieurs fois par jour, les notifications deviennent insupportables. Vous savez, la petite musique toute douce dans les films d'horreur, eh ben, c'est pareil, c'est-à-dire que la petite musique toute douce, à partir du moment où elle est dans un contexte qui est difficile et douloureux, on ne la supporte plus. Donc l'expérience cumulative du patient, il faut toujours la prendre en compte parce que le patient, il va réitérer ses expériences d'usage tous les jours, quand ce sont des dispositifs médicaux, par exemple à domicile. Quand ce sont des dispositifs, des solutions, des services qui sont à l'hôpital, ça va être répétitif aussi, puisque l'accueil, l'enregistrement, la sortie, s'il y va tous les mois, tous les 3 mois, il y a un moment donné, si l'expérience est moyenne, en fait, il va plus s'en sortir, il va en avoir marre. Et en fait, ça va énormément jouer, on ne se rend pas compte sur son niveau de bonheur. Je pourrais vous en parler après si vous voulez, mais de perdre en fait, d'être assujetti à un mauvais niveau de prise en charge, ça joue énormément sur la qualité de vie du patient. Donc l'expérience cumulative, décevante ou pas, va transformer ses usages dans le long terme. Peut-être qu'il va finalement adorer l'expérience d'une réalité virtuelle, je pense par exemple aux personnes âgées qui, pour faire des gestes ou pour s'entretenir, vont parfois utiliser, en tout cas en France, on a des solutions comme ça de réalité virtuelle. Ils aiment tellement ça que finalement, ils ont tendance à se désocialiser. C'est dramatique, il ne faut surtout pas, parce qu'en fait, on a des cognitions qui sont entretenues grâce aux interactions. Donc la transformation des usages est à anticiper dans votre projet.
Les attentes initiales sont modifiées également, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'expérience est bonne, on va attendre une expérience encore meilleure. Donc il faut vraiment l'accompagner pour lui dire attention, là, tu risques, je sais pas, d'espérer quelque chose. Ce sera toujours aussi dur qu'au début. Ça ne voudra pas dire que tu as mal fait ton traitement, ça veut juste dire que ce n'est pas terminé, mais tu fais les choses bien, par exemple. Et l'émotion est impactée. Parce que du coup, son expérience, ses attentes ont changé, ses usages ont été transformés, donc il n'est plus le même, c'est plus le même utilisateur, hein, comme je vous disais, ça a changé. L'expérience cumulative est bonne ou pas bonne, en tout cas elle a changé par rapport au test initial et aux satisfactions de performance initiale, donc l'émotion forcément est impactée. Quand l'émotion est impactée, émotion d'usage, émotion du vécu, émotion d'expérience, et ben, le corps est impacté et donc la maladie aussi, hein, la thérapie. Voilà. Donc pour éviter les erreurs, les risques en fait, vous avez cette matrice de criticité qui est classique, qui est un outil bien connu des chefs de projet et qui sert à apprécier et hiérarchiser les risques éventuels. Vous avez la gravité à gauche, la fréquence potentielle, et c'est en fait en fonction du classement que vous allez voir si effectivement il vaut mieux éviter ou pas de mettre en place cette fonctionnalité. Si vous voyez que dans l'expérience cumulative, il y a de plus en plus de mauvais usages et que potentiellement la gravité peut être immédiate ou mentale, ou ben là, vous prenez toutes les méthodes, toutes les précautions possibles pour éviter que ça arrive. Je vous parlais du stylet en début de présentation. Le stylet, s'il n'a pas une lumière verte ou rouge, si l'injection s'est bien faite, quand il y a du bruit, le patient ne pourrait pas le voir. Donc ce serait une erreur de conception, une erreur d'ergonomie de ne pas le mettre. Si le stylet n'a pas de petit bruit pour dire c'est bon, c'est mis, hein, un bruit de micro-ondes, peu importe, un truc qui dit ok, c'est bon, si le patient ne peut pas regarder le stylet, s'il n'a pas le bruit, il ne sait pas si l'injection est bien faite. Prenez un patient qui a une injection d'insuline à faire 4-5 fois par jour. Quand il est au restaurant, qu'il est en situation sociale, il n'a pas envie d'être stigmatisé. Potentiellement, il y en a beaucoup qui font ça. Vraiment, ils ne l'admettent même pas. Je vous dis encore une fois, le côté détection de mensonges, détection du stress cognitif quand on entretient, c'est hyper important. Il y en a beaucoup qui font ça, ils lèvent leur t-shirt vite fait, ils font l'injection, ni vu ni connu, ils ne se lèvent même pas de table, et c'est fini. Et ils n'ont même pas fait gaffe si elle avait été bien faite, etc. Donc, il faut vraiment mettre la lumière, il faut mettre le son, il faut mettre un grip, il ne faut pas que ça glisse des doigts. Il faut qu'il y ait un petit loquet à la fin pour dire c'est bon, tu as été au bout, tu ne peux pas aller plus loin. Sinon, il va continuer à appuyer, il va se demander s'il y en a encore ou pas. Voilà. Donc tout ça, c'est à la fois de la conception d'objets, c'est de la conception de prise en charge plus globale, c'est dans l'environnement, c'est dans le mobile, c'est dans le téléphone, c'est dans la montre, c'est partout en fait l'expérience patient, c'est dans son corps et c'est à l'extérieur. C'est vraiment partout. Voilà, je crois que j'ai fini. Bon, je crois que je suis dans les temps presque. Vous avez des questions? Ça a été? Ouais, merci beaucoup, Marion. Là, je vais revenir sur deux, trois trucs. Quand tu parlais des bips, je me rappelle, je pense, c'est comme c'est dans le tome 1, tu parlais des bips que tu avais repris et refait. Ça te donnait une mauvaise expérience et puis tu l'as customisé à ta manière, si je me trompe. C'est comme si c'est dans le tome 1. Je me rappelais plus de cette information-là. Oui, ok. Au niveau des Ok. notifications, c'était une notification, c'est ça? Oui, c'est au niveau des Ouais. notifications, au niveau de tout ce qui est gamification, les bips Ouais. dans les salles, voilà. Tu disais que tu avais Oui, oui. retravaillé ça et ça donne une autre expérience, voilà. C'est Oui, ce c'est que ça. nous C'est-à-dire vivons que aujourd'hui. Ouais. c'est ça, c'est l'expérience cumulative du bip qui fait que effectivement ça Mm, peut être harassant. Effectivement, et il faut savoir mm, qu'en fait, on n'a pas besoin d'être patient pour ça. Il y a une étude qui a été prouvée que les notifications sont un facteur de stress dans la journée. Il y a même des oui, tout à fait. hallucinations auditives au niveau des notifications.
Donc, ça, il faut y penser. Parce qu'effectivement, une mauvaise sonnerie peut induire un mauvais sentiment, mais une bonne sonnerie Ouais. qui accompagne une mauvaise expérience deviendrait une mauvaise sonnerie, de toute façon. Donc, il faut Mm. vraiment, en fait, travailler, peut-être avec des informations tactiles. Hein. On a des vibrations maintenant qui peuvent accompagner l'information. On a je crois que je l'ai mis Mm. aussi dans le livre, par exemple, on a des feux d'artifice quand on a atteint la challenge. Donc dans le téléphone, en fait, on a un Oui. feu d'artifice qui jaillit, qui est fait, et on le sent dans le téléphone. Ça Mm. donne une super émotion, parce qu'on a atteint l'objectif. Mm. Pour le médicament, évidemment, ça ne Mm. fonctionnerait pas pour la prise de médicaments. Mais voilà, c'est un exemple pour dire qu'effectivement, le bip est hyper important, parce que c'est la baguette qui te rappelle à l'ordre. Mm. Tout à fait, tout à fait. Avant de donner la parole aux gens pour pouvoir le faire, je vais peut-être encore répéter quelque chose, en fait, au niveau de la page 21, je pense, voilà, tome 2, au niveau du bonheur. De toute la façon, à la fin de la journée, lorsque on fait un design, on fait une conception, on veut quelque chose, le bonheur des gens. Donc, tu as fait un cas et tu as calculé le bonheur. Bon, une, c'est David Shade, Shade, oh, quoi, je ne sais pas lire ça là. C'est pas Shade, voilà. Schneider? Oui, voilà, c'est ça. Le B est égal à N plus C plus A. Donc, le N qui est le niveau du bon, le niveau biologique, le C qui est tout ce qui est conditions de vie et le A qui est les activités. Donc, ce qui veut dire que pour que quelqu'un soit, que quelqu'un ait le bonheur, il faudrait que la personne ait une condition de vie, voilà, des activités et pourquoi pas un niveau de vie, un niveau de bonheur. Et je Alors, reviens sur une dernière chose, en fait. Oui, 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 tu as la ouais, parole. effectivement, c'est ce dont je vous ai pas parlé tout à l'heure et que je vous dis que je vous en parlerai peut-être après. Donc, merci de soulever ça, c'est chouette. Il y a une étude scientifique qui a été faite sur le niveau de bonheur des gens. Donc, on a Mm, un niveau qui est génétique. Si notre cerveau, en fait, capte bien et utilise bien l'endorphine, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'endorphine et puis finalement, les mm, neurotransmetteurs ne fonctionnent pas très bien et du coup, ça ne reste pas dans le cerveau. Donc, dans ces cas-là, on a des alternatives naturelles comme la cohérence cardiaque, la méditation, où on a des alternatives chimiques. Ça, c'est un premier niveau. On a ensuite un autre niveau qui est lié à mm, notre condition de vie qu'on ne peut pas changer. C'est-à-dire, voilà, notre niveau social qui est difficile à changer, notre mm, région, notre travail, mm, notre famille de naissance, bah, voilà, tout mm, ça, on a notre condition de vie, on fait avec, et ça va niveler en partie notre bonheur. Et puis on a notre condition de vie qui est modulable, c'est-à-dire ben, est-ce que, euh, est-ce que je dois y aller à pied ou est-ce que j'ai un vélo? Est-ce que j'ai une voiture? Est-ce que j'ai une moto? mm, Est-ce que mon chef est bien? Est-ce qu'il n'est pas bien? S'il n'est pas bien, est-ce que je peux changer de service? Mon chéri, ma chérie, ça se passe bien, ça se passe pas bien, est-ce que je peux partir, est-ce que je peux pas partir? Enfin, donc là, ça, c'est en gros des conditions de vie, mais qu'on peut modifier, pas oui, oui, aisément, mais oui. qu'on peut quand même modifier, qu'on peut en tout cas maîtriser. Et puis ensuite, on a toutes Mm, les activités à faire à peu près une fois toutes les semaines. C'est les activités sociales. Est-ce qu'on voit du monde ou pas? Est-ce qu'on est isolé ou pas? L'argent ne rentre pas en compte. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été faite que un mec qui gagne beaucoup d'argent mais qui est seul, en fait, est beaucoup moins heureux qu'une personne qui voit du monde à l'église tous les dimanches mm, et qui est intégrée dans une association d'aide humanitaire parce que ça fait vachement bien. mm. Tout à fait. Si tu Et fais une soirée pizza avec tes potes, si tu fais ton activité sportive préférée, voilà, tout ça, ça joue dans ton niveau de bonheur. ok, voilà. Et moi, je peux peut-être dire ça à la page 53, toujours ton livre. Par ailleurs, pour faciliter l'intégration des nouvelles habitudes, même au sein des segments sains, un certain nombre d'ordres est à réserver. Sport, c'est-à-dire ça fait signal, comportement, récompense, récompense. Donc, ça fait ce cycle-là, on déclenche. Je le voyais ce même cycle-là dans le livre de Hook, où, voilà, pour pouvoir créer de l'addiction, si je peux le dire aussi comme ça, autour Ouais. d'un produit, il y a des étapes à faire pour que les gens soient là, pour pouvoir être intégrés.
Donc, voilà, plus ou moins. C'est vrai que le livre, normalement, les deux livres ensemble font plus de quoi? Plus de 700 pages, disons 800 pages. Donc, c'est les 800 pages résumées en Ouais, à peu une près. heure. Une heure, oui. Et ce que je peux peut-être ajouter, c'est de dire que ta connaissance de la chose, ce n'est pas une connaissance comme ça. C'est-à-dire, voilà, j'ai lu deux, trois livres, donc je peux aller faire des dizaines d'expériences patientes. Non, on voit qu'il y a déjà une expérience très, très longue. Après, il y a une expérience dans le domaine de tout ce qui est psychologie, psychologie et tout ce qui est neuropsychologie, si je peux le dire comme ça, et aussi une expérience dans la médecine, donc que ce soit pratique ou pas pratique, mais dans le domaine de la médecine. Parce que j'ai vu, je connais, bon, pas que je connais, mais Cynthia Fleury, je suivais ce qu'elle a écrit depuis 2014, je pense. 2014, 2010, un truc comme ça. Voilà, c'est bien. Moi, j'ai aimé. Voilà, j'ai pas trop de questions. Je vais laisser les autres, s'ils ont des questions, ils peuvent monter en stage et les poser. En tout cas, merci quand même d'avoir accepté l'invitation. Je veux d'abord qu'on puisse t'envoyer quelques standing ovation un peu. C'est pas si les autres sont là. On peut peut-être, voilà, un standing ovation pour Bah, ta présentation quand même. je vais couper la présentation, je vais revenir avec vous. Voilà. OK. Voilà. Donc, du coup, si des gens ont des questions, voilà, on a fait une standing ovation, histoire de, voilà, te remercier Eh ben, du taf merci sympa aussi. beaucoup. Merci. Non, je Et t'en puis, prie. je t'envoie la présentation. Tu pourras la partager du coup aux personnes qui étaient présentes, si ça peut Oui, être utile. tout à fait. Bon, est-ce que des gens ont des questions? Je n'ai rien vu dans le chat. Je ne sais pas si des gens ont des questions. Des questions. Oui, Loïc, tu as la main. Tu peux poser ta question. Ok, Merci. bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, Merci Loïc. pour la présentation. J'espère que tout le monde se porte bien. Mhm. Ok, bon, là, Oui, oui. j'ai deux points sur lesquels je voudrais qu'on parle. Déjà, le premier point, c'est que par rapport, comment je veux dire ça? Déjà, ici, dans l'univers médical, on va dire, ici en Afrique, le seul fait de dire que tu vas à l'hôpital, c'est comme si tu étais malade. Genre, psychologiquement, tu te dis que, ouais, c'est comme si j'étais malade. Du coup, ça fait que la plupart du temps, même quand tu as un petit malaise, tu préfères juste aller dans la pharmacie du coin ou bien chez la revendeur d'à côté pour prendre des médicaments au lieu d'aller à l'hôpital et sur un traitement complet. Du coup, j'aimerais savoir comment gérer normalement ce genre de cas-là pour pousser les gens à faire confiance à l'hôpital et y aller sans crainte, quoi. Ouais. On a la même expérience hein, en France et notamment on s'est rendu compte que c'était en partie à cause des titres des établissements et des services qui étaient très catégorisés d'un point de vue médical, puisque l'expérience patient n'existait pas à l'époque où ils ont fait où tout le système de santé a été créé au final. Et donc, par exemple, on est en train de tout renommer. On va plus appeler les hôpitaux psychiatriques des hôpitaux psychiatriques. Ce sont des centres de réhabilitation, de choses comme ça. Ce sont des centres de ressources. Et en fait, en modifiant le terme, par exemple, eh ben, on modifie la perception et donc, on se sent moins stigmatisé. Parce que le patient peut se sentir stigmatisé, mais le pire, et ça, c'est tous les patients qui y passent, c'est l'auto-stigmatisation. On va se juger, on va se condamner, alors qu'en fait, on est coupable de rien. Et on n'est pas jugé non plus par les autres. Mais c'est nous, en fait, notre propre ennemi. Et tu fais bien de dire, effectivement, du coup, on va pas vouloir aller se faire soigner juste parce qu'on veut pas rentrer dans ce type d'établissement ou dans ce type de service. Alors qu'effectivement, ben, le pharmacien du coin, ben, on le connaît, c'est notre pote. Pourtant, ben, il fait son métier, il doit vendre. C'est quand même ça. Hein. C'est encore différent par rapport au médecin. Lui, il vend. Il prescrit pas, il soigne pas. Enfin, si, il soigne un petit peu de temps en temps, il peut conseiller. Mais en tout cas, en France, il est très limité. C'est pourtant un tiers de confiance énorme. Donc, tout est dans la présentation, tout est dans la perception. Comment agir dessus quand on est designer? Eh ben, il faut être bien placé au niveau du gouvernement. Parce qu'en fait, c'est comme ça, c'est tout en haut
on arrive à faire changer les choses. Moi, je ne suis pas dans cette position-là, mais je sais que par capillarité, c'est remonté en haut. Et puis les chercheurs, les sociologues, les ethnographes, les psychologues ont beaucoup œuvré aussi pour changer les terminologies et faire en sorte que le patient se sente mieux accueilli. Voilà, mais c'est vrai que à notre niveau en tant que designer soumis à un commanditaire pour des missions qui sont de courte à moyenne durée, sauf si on est embauché dans une boîte qui fait vraiment tout le temps la même chose et qu'on est en CDI. Je sais pas si vous avez les mêmes concepts de CDD, CDI chez vous, mais à part de faire tout le temps la même chose, on est toujours tributaire d'une petite mission éphémère et on n'a pas cette possibilité de changer les termes. Et après, il faudra agir en prévention. Ça, c'est sûr que soigner les gens, mais ne pas leur expliquer comment au niveau de leur vie, leur hygiène de vie, ils évitent des maladies, c'est profiter finalement de la mauvaise santé des gens. C'est pas leur dire faites ça, vous serez en meilleure santé. C'est je vous soigne, mais je vous dis pas comment être en meilleure santé après. Et ça, effectivement, du coup, c'est tout un paradigme à changer quelque part. Bon, je suis partie un peu loin, je parle trop, désolée. Du coup, je réponds à la question, puis après, je pars sur autre chose. J'espère que j'ai quand même répondu à ta question. Oui, c'est bon, ça va. Ok, bon, mon second point, c'était par rapport, c'est vrai que là, on parle beaucoup de l'expérience patient, on met vraiment le patient au milieu, mais dans la plupart des cas, le patient est souvent accompagné de ses proches et autres là. Comment intégrer ces personnes-là aussi dans son expérience? Ah ben c'est un trio, c'est professionnel de santé, aidant, patient, et l'aidant, il souffre autant que le patient. Donc à partir du moment où vous faites une recherche terrain, vous devez interroger l'aidant et vous allez savoir en fait comment est-ce qu'il entre dans l'univers du patient. Qu'est-ce qu'il ressent? À quel moment est-ce que le patient va se confier, va lui demander de l'aide? À quel moment il peut, à quel moment il peut pas? Et donc c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir intégrer dans votre solution des portes d'entrée pour l'aidant. Voilà. Par exemple, tout à l'heure, je vous donnais l'exemple d'une domotique. Une domotique à domicile pour les personnes qui sont en autonomie réduite. C'est typiquement quelque chose qui sert énormément les dents. Parce que les dents, on ne peut pas être tout le temps là, parce qu'il a des contraintes, parce qu'il s'inquiète. On va surveiller le patient, on va donner les informations aux professionnels de santé et on va rassurer les dents tout en lui donnant plus de souveraineté aussi, plus de liberté et plus de possibilités d'action. D'accord, merci. Merci. Oui, d'autres questions? Vous levez juste la main et puis vous montez en stage, je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, c'est vrai que j'ai fait une présentation un peu comme qui est issue de mon expérience et de mes recherches en France. J'ai malheureusement pas de notion de comment ça se passe au Togo. Donc, n'hésitez pas effectivement à me poser des questions en me remettant dans le contexte. Oh, bon, est-ce que, bon, on a presque les mêmes géographies du point de vue d'expérience, peut-être. Bon, peut-être, bon. Donc, moi, j'ai une autre expérience parce que j'avais une maman, j'ai une autre expérience, pas aussi très jolie pour le corps de métier. Donc, je m'abstiens quand même. Ok, René, tu as la parole. Il y a René. Ok, bonsoir à tous et merci Marion pour la présentation. Déjà, j'avais eu depuis envie de le livre, mais avec... Super. ouais, donc, bon, je vais prendre le temps pour le lire pour mieux comprendre les choses. Déjà, premièrement, comme tu l'as su bien énoncer, moi, ma question va être dans notre cas ici en Afrique et plus précisément au Togo. Aujourd'hui, tu viens de dire tout à l'heure que on a pratiquement les mêmes expériences, mais je pense que non. L'expérience diffère peut-être soit de centre en centre ou bien du pays en pays. Si je prends par exemple mon cas, et d'où va naître ma question aussi, aujourd'hui, quand on va chez
on va dans un centre, premièrement, en tant que malade, même si je viens juste peut-être pour un rappel, ou bien je viens juste pour faire des analyses et autres, l'accueil, c'est l'une des premières des choses qui met le patient dans, dans des bonnes conditions pour la suite du processus. Mais lors de la présentation, j'ai vu que vous n'avez pas essayé de parler de comment est-ce que ça doit se faire. Mais si je prends notre expérience ici au, au Togo, c'est vraiment, vraiment, je ne peux pas dire déplorable, mais ça dépend des centres aussi. Et d'après mes expériences personnelles, c'est pas vraiment ça. De ton point de vue, comment est-ce que on pourrait voir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait mettre un processus d'arrivée ou bien de, de réception du patient pour que le patient se sente que, OK, je suis venu ici, là, je pense que pas trouver la solution à mon problème, mais je pense qu'on va m'aider à aller mieux. Alors, effectivement, l'expérience patient change de centre en centre. Et comme je disais, ça dépend aussi complètement de la culture de la personne, comment elle a été éduquée, quel rapport elle a à sa santé, puis au corps médical. Donc, il y a vraiment énormément de paramètres à prendre en compte. Et pour améliorer donc son expérience de prise en charge, ça commence en amont de son arrivée à l'hôpital et ça finit lorsqu'elle rentre chez elle. Et donc pour ça, en fait, on a le téléphone mobile qui fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on peut lui expliquer pas à pas, par exemple avec une application mobile ou sur le site internet de l'hôpital ou du centre s'il en a un, ben, comment ça va se passer à l'accueil, si c'est long, si elle doit préparer tel papier, si elle doit prévoir une demi-heure ou 3/4 d'heure. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Parce que les gens, s'ils comprennent pas, eh ben, ils vont trouver que c'est injuste, par exemple, tu vois. Et donc, on peut expliquer comme ça, un peu comme un fil d'Ariane, lui expliquer où cette personne en est dans son parcours, pourquoi est-ce que c'est compliqué à ce moment-là, quel est le point névralgique de son rendez-vous, à quel moment est-ce que vraiment elle doit être à fond dans ses explications, est-ce qu'elle a préparé ses notes, etc. Et puis voilà, après, quand elle rentre chez elle, on peut lui dire, bah voilà, bravo, t'as coché toutes les cases, ton côté, t'as tout fait parfaitement. Et voilà. Alors, dans son parcours, tu peux effectivement glisser quelques informations concernant sa maladie, tu peux glisser quelques informations concernant son professionnel de santé. Le Ouais. professionnel, il a un bagage, il a une carrière, il a des choses comme Ouais. ça. Ça peut l'aider aussi à le rassurer parce que peut-être que dans le système de santé, eh ben, du coup, c'est pas hyper bien mis en place pour accueillir le patient, mais en tout cas, la compétence est là et on peut rassurer le patient comme ça. Après, nous, en France, ce qu'on a fait, on a mis en place des bornes, tu vois, c'est pas mieux, des bornes qui permettent aux patients de s'enregistrer sans avoir à faire la queue. Et en même temps, on a des écrans, alors ça c'est plutôt dans les cliniques privées, on a des écrans qui affichent de temps en temps les gens, enfin les numéros des gens quand ils peuvent y aller. Ils sont enregistrés en amont, donc voilà, ils n'ont pas eu d'interaction avec l'assistante. Et en même temps, il y a des informations sur les pathologies fréquentes des services qui sont diffusées entre l'affichage des numéros pour être appelé. Donc en fait, c'est un processus industrialisé finalement de gestion du flux de patients qui se passe plutôt bien parce que la communication derrière reste humaine, quoi. Ils ont fait les choses bien. Ok. Déjà, merci pour ta réponse. Et la deuxième question, moi, je suis un product manager et c'est vrai que je m'intéresse un peu plus dans le domaine de la santé. Je lis certains trucs dessus, mais si je prends notre cas ici, proposition au Togo, c'est très difficile d'avoir des centres de santé qui, je peux dire, ont une chronologie ou bien un cycle en matière de la gestion des patients. Donc, du coup, comment est-ce qu'on peut approcher ces centres-là pour essayer de leur montrer ou bien de leur donner, bon, de leur rendre un service de savoir-faire côté patient? Bah, en fait, tu discutes un peu avec eux, tu vois quelles sont leurs problématiques. Si c'est un manque d'argent, si c'est un manque de temps, si c'est un manque
Bon, généralement, c'est ça, hein, dans les établissements, c'est soit l'argent, soit le temps qui manque. Donc, du coup, ce sera à toi de dire, à ce moment-là, de vous faire économiser du temps là-dessus, ça va vous permettre de libérer de l'énergie pour les employés. Parce qu'avec la solution qu'on vous propose, vous avez pu intervenir tout au long, mais il y a une partie qui sera faite par le patient, donc vous aurez moins de tâches à faire. Ça vous libère du temps pour vous, pour d'autres choses, pour mieux vous organiser ou être un peu plus cool au niveau du travail. Et puis, vous pouvez dire aussi, voilà, là, votre établissement, si je ne connais pas les garanties de prise en charge, s'il y a des aides ou pas, mais en gros, il y a toujours une concurrence entre les établissements de santé. Il y a une notation au niveau du pays, hein, au niveau de la réputation en fait, de l'établissement. Et le fait d'améliorer l'expérience patient et l'expérience de prise en charge, ça permet de faire venir plus de patients ou alors d'avoir plus d'aide de l'État parce que effectivement, l'établissement est plutôt bien coté et donc du coup, il récupère des finances. Donc, ils récupèrent des finances soit parce qu'ils soignent davantage parce qu'ils ont libéré du temps, soit parce qu'effectivement, ils sont plutôt bien cotés, ils ont une bonne réputation, donc on leur fait confiance et on leur demande d'aller plus loin dans la recherche ou on leur donne plus de moyens au niveau des dispositifs médicaux, des moyens, des machines en fait de prise en charge. Généralement, enfin, quand on va là-bas, pour les convaincre d'agir, il faut parler leur langage. Bon, ça, je vous apprends rien. Mais leur langage, en fait, ce sont des gens qui vont tenir un établissement. Pour tenir un établissement, il faut que les employés puissent avoir le temps de faire toutes les tâches. Il faut que l'établissement puisse avoir l'argent pour les payer. Voilà. Et ensuite, tu as les outils. Si tu n'as pas les outils, les bons outils, et donc c'est là que vous agissez, c'est pour justement leur dire que vous pouvez le faire. En fait, l'outil fait société. Si les entreprises, si les personnes, il y a une centaine, 200, 1000 personnes dans les gros hôpitaux, si elles n'ont pas d'outils pour faire des tâches ensemble, pour collaborer, elles ne font pas société. Elles ne tiennent pas ensemble et l'établissement ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est fondamental. C'est vraiment leur faire comprendre ça, que vous êtes des concepteurs qui leur font gagner du temps, qui leur font gagner de l'argent, qui êtes là pour améliorer leur quotidien. Il faut leur faire comprendre que l'outil est central dans leur expérience de professionnel. Ok, merci. Voilà. Et bon, je pense que c'est le fait le manque d'outils, c'est ce qui nous manque en Afrique. Bon, en Afrique et précisément chez nous ici au Togo, le manque d'outils manque vraiment, vraiment. Et c'est pas qu'il n'y en a pas, mais aussi lors de la conception, je pense que la recherche n'est pas vraiment bien faite et bien approfondie. C'est pour ça, parfois, il y a des hôpitaux qui utilisent certains outils qui ne leur donnent pas vraiment satisfaction. Oui, mais on a la même problématique en France, peut-être à un degré différent, mais on a des hôpitaux qui fonctionnent encore au papier et à l'écrit. Effectivement. Voilà, alors qu'on a quand même des outils dématérialisés qui permettent d'améliorer et accélérer les choses. Dans ces cas-là, nous, ce qu'on voit, c'est que ce sont des entrepreneurs privés qui prennent la place au niveau du marché et qui arrivent finalement en se faufilant dans les dispositifs de financement de l'État ou inter-établissements à créer des outils qui permettent en fait aux établissements de s'en sortir. Parce que les établissements ne vont pas créer leurs outils. Ce sont des outils qui sont créés à l'extérieur et qui font consensus tacite depuis des années parce que le fonctionnement est comme ça, parce que remettre en question un fonctionnement, surtout en santé, c'est dangereux, ça comporte énormément de risques parce qu'il faut changer les comportements et quand on change les comportements, on touche aux habitudes et changer une habitude, c'est très complexe. Donc du coup, les établissements ne vont pas créer de nouveaux outils. C'est vraiment aux entrepreneurs privés, généralement, de prendre le lead dessus. Sinon, ça veut dire que ça vient directement du gouvernement. Nous, on a le gouvernement qui a agi sur des outils transversaux qui sont plus que moyens, mais en tout cas qui font consensus et qui ont le mérite de faire le job, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je ne vais pas monopoliser trop l'attention à la question. Donc, si... Merci. Ok, voilà. Normalement, on a fait le tour, c'est 1h30. On a commencé à
À 18h30, oui, c'était ça. 20h30 chez nous. J'ai- Il est 22h. Ouais, il est 22h, oui. Il se fait un peu tard et on a appris, Ah, j'ose croire qu'on a appris, hein, j'ose croire que tu as un peu aimé l'ambiance. Voilà. Oui, c'était Sans très toi, sympa. Merci beaucoup. non, je t'en prie. On voulait cette rencontre, ça fait plusieurs mois, donc on l'a eu. Peut-être qu'on Oui, aura d'autres encore parce qu'il y a des choses à venir. avec plaisir. Voilà. Oui. Et Oui, concernant merci. Oui, oui. le montage d'un Hacking Else, n'hésite pas hein, si tu veux que je donne, que j'accompagne, n'hésite pas. Hein, je suis là pour conseiller aussi. Le montage de... Du Hacking Else Camp. Tu sais, Oui, l'événement tout que à je voulais fait. faire. Voilà, Oui, n'hésite pas si tu veux des oui, conseils ou des retours d'expérience. tout à fait. T'inquiète, je vais t'écrire. Lui et moi, on s'est parlé il y a cela quelques jours. On a commencé par écrire le projet. C'est pas encore bon. Après, je te ferai lire. En fait, tu me feras tes retours. Hmm. Oui, ok, ça marche. Tout à fait. Merci beaucoup. Bon, merci à tous ceux qui sont là. Je ne veux pas tout vous citer. Ça fait plaisir de vous voir chaque soir et chaque fois qu'on a des rencontres. C'est toujours un plaisir quand même de vous voir. Ici, c'est la communauté Friends of Figma Togo et moi, votre serviteur, Rafi. Merci et bonne soirée à tout le monde. J'espère que vous passerez une excellente soirée. Merci à Marion. Merci à tout le monde. Bye. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Mhm.